Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un problème assez courant, d'après les retours, le VPN qui refuse de se connecter ou qui a l'air de ne pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On va décortiquer ça ensemble. Tout à fait. C'est vrai que les VPN, c'est super utile pour la confidentialité. Mais bon, techniquement, ça peut coincer parfois. Avoir quelques bases de dépannage, c'est essentiel. Et justement, les documents qu'on a pointent vers des étapes assez claires. D'accord, alors allons-y. La première étape qui revient souvent quand la connexion échoue, c'est vérifier les paramètres DNS. Les sources insistent là-dessus. Pourquoi c'est si important le DNS en fait? Apparemment, des réglages incorrects peuvent tout bloquer. Ah oui, c'est fondamental. Le DNS, faut voir ça comme l'annuaire d'Internet, si vous voulez. Si cet annuaire est, comment dire, défaillant, ou pire, si vos requêtes DNS continuent de passer par votre fournisseur d'accès normal, même avec le VPN activé, ce qu'on appelle une fuite DNS, et ben là, toute la confidentialité du VPN, elle prend un sacré coup. Votre fournisseur voit toujours où vous allez. Ah oui, carrément. Ça annule tout l'intérêt, en fait. Et comment on vérifie ça ou comment on corrige le tir? Alors là, les sources sont plutôt pratiques. Elles suggèrent plusieurs choses. Soit utiliser les serveurs DNS du fournisseur VPN lui-même, c'est souvent le plus simple, soit pour tester ou si on a un doute, passer par des alternatives publiques connues pour leur sécurité. On parle de Cloudflare, le fameux 1.1.1.1, ou Google 8.8.8.8, ou même Quad9 9.9.9.9, qui a la particularité de filtrer les sites malveillants en plus. D'accord. Et il y a même un site qui est mentionné, dnsleaktest.com, pour faire le test soi-même. Ça permet de voir direct si l'adresse IP de son FAI apparaît ou pas. Ok, super pratique ça. Donc, vérifier les DNS, c'est la base. Une autre suggestion qui revient souvent dans les notes, si un serveur VPN précis ne répond pas, juste essayer un autre serveur. Ça paraît simple, mais pourquoi est-ce que ça marche si souvent? Oui, c'est une solution très fréquente et souvent efficace. Pour deux raisons principales, en gros. D'abord, la charge du serveur. C'est comme une autoroute, quoi. Certains serveurs sont juste surchargés à certains moments, donc plus lents, voire inaccessibles. Et deuxièmement, il y a les blocages. Certains services, typiquement les plateformes de streaming, ou même parfois les fournisseurs d'accès, ils détectent et bloquent les adresses IP des serveurs VPN connus. Ah, d'accord. Donc, passer, mettons, de France 01 à France 02, ou comme dans l'exemple donné de New York à Chicago, ça peut contourner soit un serveur plein, soit un blocage spécifique. Exactement. C'est une manip simple, mais qui débloque souvent la situation. Changer de localisation virtuelle, ça peut tout changer selon le service qu'on veut atteindre. Je vois. Et si, bon, on a tout essayé, on a vérifié le pare-feu, corrigé les DNS, testé plein de serveurs, peut-être même réinstallé l'appli VPN, et que ça ne marche toujours pas, quelle est l'étape d'après selon les documents? Le dernier recours. Bah, là, oui. Les sources sont claires. La solution de dernier recours, c'est d'envisager carrément de changer de fournisseur VPN. C'est plus radical, c'est sûr, mais il faut être réaliste. Tous les services ne se valent pas. En termes de performance, de compatibilité avec certains réseaux, ou de leur capacité à, justement, contourner les blocages. Si les problèmes persistent et semblent liés spécifiquement à ce service-là, essayer une alternative, c'est parfois la seule issue. Compris. C'est l'option nucléaire, en quelque sorte. Un peu ça, oui. Avant de conclure sur le VPN, il y avait une petite info un peu différente dans les sources, plus orientée sécurité des fichiers sous Linux. Une commande, châtre plus i, nom du fichier. Ça fait quoi exactement? Ah oui, ça. C'est une commande assez spécifique mais puissante sous Linux, effectivement. L'option plus i, ça rend un fichier immuable. Concrètement, ça veut dire qu'il devient impossible de le modifier, de le renommer ou même de le supprimer. Même l'administrateur, l'utilisateur root, ne peut plus y toucher sans enlever cet attribut. Carrément intouchable donc. Et c'est utile pour quoi? Pour quel type de fichier? C'est une mesure de sécurité assez forte. C'est typiquement utilisé pour verrouiller des fichiers de configuration système très importants, pour éviter une modification accidentelle ou malveillante, ou pour protéger des données sensibles qu'on ne veut absolument pas voir altérées. Ça montre bien qu'au-delà de sécuriser la connexion, comme avec le VPN, il faut aussi penser à protéger les données sur la machine elle-même. C'est une couche de plus. D'accord, très clair, c'est bon à savoir pour ceux qui utilisent Linux. Bon, pour résumer rapidement les points clés de ce qu'on a tiré des sources sur les problèmes de VPN, d'abord, vérifier les DNS, c'est crucial pour éviter les fuites. Ensuite, ne pas hésiter à jongler entre les serveurs, c'est souvent la solution la plus simple. Et puis, si vraiment en galère, envisager de changer de crèmerie, de fournisseur VPN, avec ce petit bonus château pour la sécurité locale sous Linux. C'est tout à fait ça. Ces étapes, elles aident à garder nos outils de protection fonctionnels au quotidien. Et
ça soulève peut-être une réflexion intéressante pour aller un peu plus loin. Au-delà du VPN lui-même, quelles autres habitudes, quelles autres mesures simples on pourrait mettre en place pour renforcer de manière générale la sécurité et la confidentialité de notre environnement numérique? C'est une piste de réflexion, je pense.